Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce second webinaire dédié à la certification qualité Calliope. Je m'appelle Sébastien Seguin, et je suis chargé de mission au C2RP, le Cariforef Hauts-de-France. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le second volet de la série de webinaires consacrés à Calliope. Celui-ci vous permettra de recueillir des conseils et des témoignages pour vous accompagner dans votre processus de certification. Ce sera également l'opportunité d'échanger directement avec un organisme habilité à délivrer Calliope, ainsi qu'avec un organisme de formation l'ayant obtenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités pour cette matinée, Madame Lisa Dudonnet, référente qualité à la CCI Hauts-de-France, ainsi que Madame Valérie Durtest, ingénieure développement régional à l'AFNOR. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Notre volonté est de proposer aux organismes présents avec nous ce matin de bénéficier de votre expérience et de votre expertise pour aborder la certification Calliope en toute sérénité. Avant de débuter ce webinaire, je vous propose une brève présentation de la CCI Hauts-de-France. La CCI Hauts-de-France a pour mission de connecter les entreprises et de développer leur activité. Elle a également à sa charge la gestion de grands équipements régionaux, tels les ports et les aéroports. La CCI administre également des écoles et des organismes de formation. Elle gère et anime ainsi près de 20 écoles et organismes de formation, représentant plus de 40 000 apprentis, élèves ou étudiants, en formation initiale ou stagiaires de la formation continue. Le groupe AFNOR est constitué de 14 délégations régionales intervenant dans 4 domaines de compétences. L'AFNOR est un opérateur central du système français de normalisation. Elle dispose également d'une branche édition proposant des services d'information professionnelle et réglementaire. Une autre partie de son activité est dédiée à la formation. L'AFNOR propose ainsi des formations portant sur les normes, la réglementation, les systèmes de management et leur évaluation. L'AFNOR dispose enfin d'une activité d'évaluation et de certification. Elle peut ainsi conduire des prestations de services et d'ingénierie en certification et en évaluation de produits, de systèmes ou de services. L'AFNOR intervient régulièrement auprès des organismes de formation, notamment en proposant des formations sur le management de la qualité. Elle accompagne également les organismes en matière de certification ou afin de rendre leur offre éligible au CPF. Alors, quel est le programme de cette matinée? Ce matin, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur les questions à se poser en amont du processus de certification. Pourquoi disposer de Calliope? Quel est le rôle et comment choisir un certificateur? Quelle méthodologie adopter pour se lancer dans un processus de certification? Nous nous pencherons ensuite sur l'audit de certification, comment il se déroule, comment s'y préparer. Et nous ferons également un point sur les non-conformités, les erreurs les plus fréquentes, celles qui se font jour le plus souvent lors d'un audit. Nous vous conseillerons également quelques ressources libres, gratuites, pour vous accompagner dans l'obtention de Calliope. Et en fin de matinée, nous vous proposerons de terminer par un temps de questions-réponses. N'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion de lever des doutes ou des difficultés sur la certification qualité Calliope. Mais alors, dans un tout premier temps, on va avoir un petit temps d'introduction et de manière très brève, je vais vous rappeler quelques éléments sur Calliope afin que tout le monde dispose d'un même socle d'informations. Donc, Calliope sera donc obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour les organismes dispensant des actions de formation, de bilan de compétences, de VAE et ou de formation en apprentissage. Donc, ce sera obligatoire dès lors qu'ils font appel à des fonds publics ou à des fonds mutualisés. Qu'est-ce qu'on entend par fonds publics ou fonds mutualisés? Alors, on parle de fonds publics ou de fonds mutualisés dès lors que l'organisme de formation perçoit des financements de par la région, de par l'État, les OPCO, la CDC, Pôle emploi, Transition Pro ou encore de par la GFIP. Dans ces conditions, vous vous devez de disposer de la certification Calliope. Voilà pour le bref rappel. Nous allons passer donc au vif du sujet, quelques réflexions en amont de la certification. Et pour cela, pour débuter, Lisa, pouvez-vous nous rappeler quelles ont été les motivations qui ont incité la CCI à se lancer dans Calliope? Tout à fait. Alors, première motivation, je dirais, elle est toute simple. C'est une question de survie de l'activité formation de notre organisme de formation. Mais au-delà de cela,
ça a été pour nous une réelle opportunité parce que la CCI des Hauts-de-France, dans son état actuel, s'est constituée avec l'intégration successive de CCI au travers la région des Hauts-de-France. Des CCI qui fonctionnaient de manière indépendante, donc chacune avec sa méthodologie de travail et son organisation. Et donc, cela nous a permis, au travers de ce projet de certification, de regarder les bonnes pratiques des uns et des autres et de profiter de Calliope pour, sur nos différentes lignes de produits, enfin, d'aller vers une harmonisation vraiment régionale de la façon dont nos collaborateurs travaillent sur leur offre de formation. Très bien. Valérie, avec votre casquette d'organisme certificateur, quel est votre point de vue? Quels sont les avantages de bénéficier de Calliope, Oui. tant pour l'organisme de formation, je veux dire, que pour les bénéficiaires de ces formations? Eh bien, écoutez, déjà, l'avantage d'être certifié Calliope, c'est déjà de répondre à une réglementation. Donc déjà, premier point, et de pouvoir bénéficier des financements. Oui. Autre point, c'est aussi l'occasion pour les organismes de formation de s'interroger, de mener une réflexion sur leur process, leur organisation interne, hein. Donc d'avoir vraiment cette réflexion de se servir de Calliope pour faire de Calliope une opportunité pour avoir cette réflexion sur les pratiques, sur l'organisation interne. Et effectivement, donc pour les bénéficiaires, et c'est surtout là, c'est en quoi Calliope a été mise en œuvre, hein, c'est vraiment que pour les bénéficiaires, ils aient un choix éclairé sur l'organisme de formation qui va réaliser les prestations. En cela, ça s'inscrit vraiment dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Tout à fait. Tout à fait, c'est effectivement, hein, le sujet, c'est que les organismes de formation désormais, hein, ont vraiment une obligation de mettre en œuvre une prestation de formation qui a pour objectif le développement des compétences, hein, des apprenants. Très bien, je vous remercie. Pour revenir à la CCI, pouvez-vous nous indiquer, Madame Dudonnet, quand et sur quel périmètre a débuté la certification de la CCI? Oui, alors notre périmètre porte sur 19 sites parce que l'ensemble des activités de formation de la CCI de France donc, est rassemblé par un seul numéro de déclaration d'activité. Très bien. Et donc, nous sommes dans une logique de certification multisite. Donc des sites qui sont spécifiquement des sites de l'organisme de formation, des centres de formation, mais également des activités de formation qui ont lieu au sein des CCI même. Donc on a les 4 typologies dans notre activité. Donc en plus des 19 sites, nous avons pris en compte donc les 4 typologies du référentiel, donc les actions de formation, l'apprentissage, bilan de compétences et la VAE. Donc, avec un processus qui a commencé en juillet 2019 oui. et qui a abouti par l'audit externe de certification en octobre 2020. Très bien. Donc, pour rappel, Calliope, vous avez un numéro de déclaration d'activité, c'est une certification. Et puis ensuite, c'est à vous, organisme de formation, de voir avec votre organisme certificateur le périmètre des actions certifiées. Donc, par périmètre, on entend, selon que votre organisme dispense soit des actions de formation ou des actions d'apprentissage et ou de bilan de compétences et ou de VAE. Et donc, vous, la CCI, c'était sur ces 4 typologies d'actions que vous êtes fait certifier. Tout à fait. Très bien, je vous remercie. Pour revenir donc dorénavant, nous allons nous pencher sur les organismes habilités à délivrer Calliope. Je veux parler des organismes certificateurs et des instances de labellisation. Je vais vous faire un petit rappel donc théorique. Vous pouvez donc faire certifier votre processus de développement des compétences en recourant à un organisme certificateur. Ils sont au nombre de 25. Ces organismes de certification sont accrédités par le COFRAC. Vous pouvez retrouver leur liste sur le site du ministère du Travail ou dans notre dossier spécial consacré à Calliope sur le site du C2RP. Donc, soit vous faites appel à un organisme de certification, ou alors vous pouvez également recourir à une instance de labellisation.
Ces dernières sont au nombre de 7. Elles ont été reconnues par France Compétences. Je vais me retourner vers Valérie. Valérie, vous êtes l'un de ces 25 organismes certificateurs à délivrer Calliope. Il y a d'autres organismes certificateurs également, comme l'APAV, l'ICERT, je ne vais pas tous les citer. Pouvez-vous nous dire, Valérie, quel est le rôle de l'organisme certificateur? Eh bien, le rôle de l'organisme de certificateur, c'est de délivrer en fait les certifications Calliope en ayant au préalable missionné des auditeurs qualifiés au sein des entreprises. Donc, ils ont le rôle, l'organisme certificateur missionne des auditeurs et en fonction du retour de l'auditeur sur l'audit réalisé, eh bien, il y a et sur le dossier, il y a une décision de certification qui est émise. Donc, les organismes certificateurs, dans le cadre, comme vous l'avez rappelé, sont des organismes qui sont accrédités par le COFRAC, doivent aussi démontrer qu'ils ont une organisation et des compétences, les compétences nécessaires pour mener à bien ces audits de certification Calliope. Très bien. Voilà. Vous avez d'autres éléments, c'est bon? Alors, l'organisme certificateur accompagne bien évidemment l'organisme de formation sur toute la période de son cycle de certification. Donc, Tout à fait. avec l'audit initial et les audits de suivi. Voilà. Merci pour ces éléments. Alors, on va revenir sur le rôle de l'organisme certificateur. Comme je dis, il y en a 25. Comment procède-t-on pour faire son choix parmi ces 25 organismes? Quelles questions doit-on se poser? Quels critères pouvons-nous prendre en compte, Madame Durtest? Alors, déjà, quelques réflexions donc en amont de la certification et comment choisir son organisme de certification. Déjà, peut-être s'appuyer peut-être sur déjà s'assurer que l'organisme fait bien partie des 25. Des 25 accrédités. Donc ça, c'est un premier élément. Et déjà, et deuxième élément, c'est de pouvoir prendre contact avec ces organismes de formation qui vous établiront une offre de certification et à vous peut-être de comparer ces offres de certification et peut-être aussi les services qu'offre l'organisme certificateur, notamment en termes de mise à disposition d'un espace client, des possibilités qu'il offre en termes d'options, notamment pour réserver sa date de certification. C'est important, oui. Je crois qu'on va arriver donc avec la date du 1er janvier 2022 et c'est vrai qu'il y a déjà eu 1 an de délai entre guillemets pour se lancer dans la démarche et il nous reste encore 1 année. Ce que l'on peut dire pour les organismes qui nous suivent aujourd'hui, c'est attention qu'il n'y ait pas un effet de goulot d'étranglement et que les organismes soient un petit peu moins disponibles que ce qu'ils l'ont été. Exactement. Donc, effectivement, AFNOR Certification lui a qualifié plus de 400 auditeurs répartis sur tout le territoire, sur tous les territoires, qui permet d'avoir une certaine, d'avoir des ressources nécessaires. C'est vrai, comme vous le disiez, on est là dans des échéances maintenant qui se raccourcissent. Et du coup, plus vous prenez tôt contact avec un organisme de formation et plus vous réservez tôt votre date d'audit, mieux c'est. Très bien. Donc, on peut comparer certains éléments, donc comme les coûts, je dis bien sur la totalité de l'accompagnement à la certification, pas que sur l'audit initial, sur les 3 ans. Oui. Soyez vigilants également sur la disponibilité des organismes certificateurs, de peur de ce fameux goulot d'étranglement. Et vous pouvez également vérifier éventuellement l'implantation des organismes certificateurs. Peut-être qu'il y a une implantation locale qui sera peut-être plus propice pour dérouler les audits dans vos établissements. Du côté de la CCI, comment s'est fait le choix de votre organisme certificateur? Alors, nous sommes un organisme public, donc nous avons fait une consultation avec donc 5 devis qui ont été analysés avec les organismes certificateurs qui ont répondu. Nous avons fait le choix de nous tourner vers des organismes de certification, si je puis dire, je pourrais qualifier parmi les grands noms, parce que nous voulions avoir
un affichage avec un organisme reconnu. Hein, donc, Très bien. je ne les citerai pas, mais je pense que chacun oui, il y a la se liste des reconnaîtra. 25. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui était important pour nous aussi, c'est effectivement d'avoir un organisme de certification qui avait une expérience de l'audit dans le monde de la formation et des auditeurs ayant ce même expérience. Voilà. Très bien. Valérie, vous voulez apporter des éléments? Oui, c'est vrai que par rapport au choix, c'est vrai que comme le disait Madame Lisa, c'est que effectivement, ce qui est important, c'est aussi de voir l'expérience des organismes de certification, leur notoriété. Hein, effectivement, ça c'est des points importants. Comme je l'ai indiqué, la façon dont peut-être ils qualifient aussi leurs auditeurs. Hein, donc voilà, des auditeurs qui soient compétents. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, je pense qu'on a, voilà, on a un peu fait le tour de la question sur ces points, mais c'est vrai d'être vigilant sur, encore une fois, de bien regarder ce qui constitue l'offre de certification et ce qu'elle comprend. Dans son ensemble. Très bien. Dans son ensemble. Merci pour vos réponses. Donc, je suis organisme de formation, je souhaite disposer de la certification qualité Calliope. Donc, j'ai identifié et contacté un organisme habilité à délivrer, donc soit un organisme certificateur, soit une instance de labellisation. Maintenant, comment sensibiliser en interne son organisme de formation aux enjeux de la certification Calliope? Quelle méthodologie adopter? Je crois au sein de l'AFNOR que vous avez identifié, listé 8 étapes pour aider l'organisme de formation à entamer un processus. Oui, quelles sont-elles, ces 8 étapes? Alors effectivement, déjà, quand vous préparez à Calliope, ce qui est important, c'est que vous collectiez les textes officiels, notamment tous les décrets qui sont sortis, décrets arrêtés de juin 2019, par exemple, mais également le référentiel national, le guide de lecture au référentiel national qualité, qui est important pour pouvoir bien vous imprégner de ce qui est attendu de la part de cette certification Calliope. Deuxième point, effectivement, c'est pouvoir peut-être nommer un référent qui lui-même peut être formé à la démarche qualité et qui va être le chef d'orchestre pour animer un peu cette démarche qualité au sein de l'organisme de formation, tout comme l'est Lisa d'ailleurs au sein peut-être de la CCI. Donc, c'est important de pouvoir faire en sorte qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit aux manettes et qui puisse développer cette démarche qualité au sein de la structure. Ensuite, c'est vrai que l'important aussi, c'est de bien faire comprendre aux collaborateurs de façon simple quels sont les enjeux de cette réforme et en quoi leur pratique, si leur pratique change, en quoi c'est important que ces pratiques changent. En fait, il faut bien que les collaborateurs soient conscients du rôle qu'ils vont avoir dans cet enjeu qui est la certification Calliope. Enfin, c'est vrai que on l'a dit, il faut bien mener qu'est-ce qu'on va certifier. Voilà, c'est ça. Quels sont et notamment pour les réseaux où il y a plusieurs numéros de déclaration d'activité, ou même s'il y a un seul numéro de déclaration d'activité et plusieurs sites, c'est de bien mettre en place cette démarche multisite qui nécessite quand même d'harmoniser en fait les pratiques. Sur une démarche multisite, on est sur une démarche qualité unique qui va s'appliquer sur tous les sites. Donc là, en fonction de votre configuration, c'est important à prendre en compte. Et sachant que dans un multisite, tous les sites rentrent dans le périmètre de la certification. On ne peut pas en exclure. Tout à fait. Voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est de bien déterminer sur quelles activités on se fait auditer. Si vous pouvez rappeler les activités, par exemple, vous en Alors, donnez... on en a parlé, ce sont les actions de formation.
Voilà. Ce sont les activités de bilan de compétences, de VAE et d'apprentissage. Voilà. Donc c'est important aussi de bien identifier. Donc bon, généralement, vous avez besoin, que vous pouvez être nouvel opérateur, hein, sur un de ces 4 domaines. Donc c'est de vraiment bien identifier le périmètre de certification. Ensuite, c'est rapidement, comme je l'ai indiqué, et là, on a quand même l'enjeu du délai, hein, et de cette échéance qui arrive, c'est de prendre rapidement contact avec un organisme certificateur et de valider avec lui le périmètre, ce qui vous permettra aussi d'avoir une durée d'audit et un coût d'audit. Enfin, c'est vrai que par rapport à cette démarche et à cette préparation, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà mis en place des choses, hein, vous fonctionnez comme organisme de formation. Donc, en fait, c'est de s'assurer que la façon dont vous fonctionnez, c'est de recenser vos bonnes pratiques par rapport aux indicateurs du référentiel Calliope. C'est-à-dire que vous allez, en fonction des indicateurs qui sont dans le référentiel national qualité, voir quelles sont vos pratiques. Et si ces pratiques ne correspondent pas, c'est de pouvoir se mettre en conformité par rapport à ce qui est attendu dans le cadre des exigences du référentiel national qualité de Calliope. Et enfin, donc, c'est effectivement d'ajuster le fonctionnement, hein, si nécessaire, hein, d'enrichir les pratiques. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que pensez que Calliope peut être une opportunité pour s'interroger sur des pratiques, peut-être harmoniser les pratiques avec les sites, avec des sites externalisés, mais vraiment ne pas faire de Calliope, on va dire, une usine à gaz, c'est-à-dire de la formalisation qui ne sert pas à l'organisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à si on met en place tel document, est-ce qu'il va nous servir, est-ce qu'il est bien, est-ce que c'est un document qui est bien adapté. Et enfin, avant de l'audit de certification, ce qu'on peut préconiser, c'est que, et pour permettre d'ailleurs d'avoir un premier contact avec l'audit, c'est de faire un audit blanc ou un audit interne qui permet aux collaborateurs d'avoir un premier contact avec l'audit et puis de voir si les choses sont bien en place. Et si nécessaire, eh bien, de pouvoir, avant l'audit de certification, réajuster et mettre en place des actions correctives si nécessaire. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments. C'était vraiment des éléments structurants qui peuvent servir à tout à chacun de guide dans ce processus de certification. On va partir maintenant d'un cas concret. La CCI a également établi sur la base de sa propre expérience, une sorte de checklist, une méthodologie pour mener à bien l'obtention de Calliope. Madame Dudonnet, comment avez-vous procédé ? Oui, alors je suis rassurée parce que je retrouve les 8 points de Valérie, donc c'est bien. Alors effectivement, moi j'ai été désignée référente qualité et donc nous avons lancé le projet de certification avec toute l'équipe dirigeante de la CCI, du directeur général, en passant par les directeurs exécutifs et directeurs de centres de formation. J'ai sollicité chaque site pour avoir un correspondant qualité pour chacun de ces sites, en insistant bien que c'était quelqu'un qui devait être volontaire et qui avait un certain goût pour des processus, des procédures, la qualité, et c'était quelqu'un aussi qui savait, entre guillemets, se faire entendre sur son site, de façon à avoir un relais au quotidien sur les sites. Et donc, c'est devenu un groupe qui a été animé tout au long de notre préparation à l'audit et qui continue à vivre aujourd'hui, parce que c'est une mission que ces personnes ont pris en charge. Nous avons fait un point zéro et à partir sur l'ensemble des critères et des indicateurs, et à partir de là, nous avons sensibilisé l'ensemble des équipes. Alors, au travers une vidéo qui a été réalisée par notre directeur général sur les enjeux de la certification pour notre CCI, l'élaboration d'un kit de présentation du référentiel national, la formation des responsables de site et leurs correspondants qualité qui ensuite ont organisé des réunions sur chacun des sites avec l'ensemble des collaborateurs concernés afin de répondre aux questions.
Voilà. Donc, on a voulu que dès le départ, tout acteur de la formation, donc c'est quelques 280 personnes, savait où on allait, quel était le cap, quelles étaient les phases intermédiaires et ce qu'on attendait d'eux. Après, donc, tout au long du projet, il a fallu donc travailler sur un certain nombre d'actions pour remettre les choses d'équerre. Donc, la base, le zéro n'a donné lieu à un plan d'action qualité. Très bien. Donc, avec toutes les actions, des groupes projets, des échéances, des attendus, etc. Donc, et puis j'ai mené les groupes projets. Alors, je peux dire que la période des confinements a été plutôt propice d'ailleurs. Certains m'ont taxé de l'avoir créée pour ma certification qualité, parce qu'on a été extrêmement productifs pendant la période de confinement. Nous avons mis en place une base documentaire dans laquelle tout collaborateur a accès au processus, aux procédures et tous les documents de référence, j'imagine. Voilà. On a mis en place un espace de travail collaboratif dans lequel n'importe qui peut venir déverser une fiche pour enregistrer les réclamations et les suggestions. Comme ça, moi, j'ai un aperçu global sur tout ce qui se passe et le rôle du correspondant qualité donc est de faire aboutir les plans d'action qui sont liés à ces réclamations et ces suggestions pour son propre site en concertation avec les collègues. Donc, dans une logique d'amélioration continue, j'imagine? Tout à fait. Donc, et ça me permet de sortir des jolis camemberts sur les nombres de fiches, si c'est des réclamations internes, des externes, les typologies et d'assurer un reporting à l'équipe de direction. On a mis en place un tableau de bord trimestriel avec l'ensemble des indicateurs. Donc, charge aussi aux correspondants qualité d'aller vers leurs interlocuteurs du site, de renseigner le tableau de bord pour que moi, je puisse faire un reporting vers tout le monde. Avec des données consolidées. Avec les données consolidées. Et depuis, nous avons mis en place un Calliope News qui donne une forme un peu plus visuelle à ces indicateurs et donc j'avais, je dirais, accès ouvert à d'autres experts, notamment dans les services support quand j'en avais besoin, RH, communication, informatique, pour nous accompagner dans nos projets. Et nous avons fini donc effectivement par des audits blancs sur les sites échantillonnés avant l'audit de certification et ces audits de surveillance continue aujourd'hui parce que je fais environ 4 audits par mois de façon à maintenir les gens au taquet pour la suite des événements. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour vos témoignages. Ce qui est très intéressant, c'est de distinguer d'une part ce qui est vraiment réglementaire et vos expériences, ça permet de voir comment vous êtes pris en main cette réglementation-là pour faire vivre la certification. Et je pense que ça peut donner autant d'idées aux personnes qui nous suivent aujourd'hui. Alors, passons dorénavant à un autre point. Donc les interrogations de nos participants. Je parlais des audits de certification. Auparavant, je vais revenir brièvement sur quelques éléments au sujet de ces audits. Donc la certification Calliope est attribuée pour une durée de 3 ans. 3 audits viennent rythmer la vie de la certification. Il y a tout d'abord l'audit initial, au terme duquel la certification est délivrée pour 3 ans. Puis viennent ensuite l'audit de surveillance, réalisé entre le 14e et le 22e mois, suivant l'obtention de la certification. Et enfin, un 3e audit, l'audit de renouvellement, qui est effectué durant la 3e année, avant l'expiration de la certification. Donc, durant ces 3 audits, l'auditeur se chargera de confronter les pratiques, le process de formation, en se référant aux 7 critères du référentiel national qualité, et donc à ces fameux 32 indicateurs. Valérie, pouvez-vous nous expliquer en qualité d'auditrice qualité en quoi consiste cet audit initial? Alors, l'audit initial, donc déjà, la date de l'audit initial, elle est planifiée, hein, c'est-à-dire que l'auditeur n'arrive pas par hasard et de façon inopinée chez vous. Donc, il y a bien en préalable de cet audit initial un contact qui est pris avec l'auditeur et l'auditeur va, en préalable de l'audit, vous envoyer un programme d'audit qu'il aura pris soin en fonction des éléments préparatoires de l'audit. Donc,
En fait, le contact au préalable, c'est simplement pour l'auditeur de permettre de connaître, le périmètre de la certification, c'est-à-dire de voir avec vous quels sont les sites et quelles activités vous avez sur vos sites, quand c'est le cas, de voir aussi quelles sont les activités de formation, si c'est des activités certifiantes, des formations certifiantes, si c'est des formations réglementaires, donc ça lui donne déjà une idée. Et puis donc avec tout ça, il va préparer son plan d'action, son plan d'audit, qui est sa feuille de route, avec le timing et les différents points qu'il va auditer. Donc, comme vous l'avez dit, l'audit initial, c'est bien de permettre à l'auditeur de confronter, oui, les éléments de preuve, c'est-à-dire les pratiques que vous avez au sein de la structure par rapport aux attendus des exigences du référentiel Calliope, donc par rapport aux indicateurs qui vous concernent. Parce qu'on ne l'a peut-être pas encore évoqué, mais en fonction des activités et des domaines d'activité pour lesquels vous demandez la certification, les 32 indicateurs ne vont pas s'appliquer. C'est-à-dire que si vous faites de l'apprentissage, bien évidemment, vous êtes concerné par l'ensemble des 32 indicateurs, mais si vous êtes sur du bilan de compétences, uniquement sur de la VAE, eh bien, vous n'allez être concerné que par, dans un cas, 22 indicateurs, dans l'autre cas, 24 indicateurs. Donc, en fonction de votre situation, voilà, l'auditeur va s'atteler à bien confronter les éléments de preuve que vous allez lui fournir par rapport aux indicateurs du référentiel national qui s'appliquent à vous. Donc, l'audit, alors je peux parler peut-être du déroulement de comment se passe l'audit. On va revenir peut-être un peu dessus sur le jour J dans quelques instants. Lisa, de votre côté, au sein de la CCI, comment vous êtes-vous préparée à l'audit certification ? Alors, d'abord, je rebondis sur ce contact avec l'auditeur avant l'audit. C'est primordial. Donc, effectivement, un contact avec l'auditeur pour lui expliquer ce qu'il allait pouvoir, qui il allait rencontrer sur chacun des sites, ce que ces personnes représentaient par rapport à chacune des typologies, et du coup, de bien finaliser les indicateurs qui étaient applicables lors de chaque entretien pour ne pas déstabiliser les personnes qui vont être auditées. Donc, ça, c'est une première chose. L'audit blanc interne que j'ai réalisé en amont, c'est aussi un moment important. Beaucoup de personnes n'ont pas d'expérience d'audit et le mot audit évoque beaucoup de choses et surtout pas très agréable pour la plupart des personnes qui sont très souvent dans une logique et s'ils n'aiment pas le format de mon document et s'ils n'aiment pas la couleur de mon document, donc c'est l'occasion de remettre les choses de remettre les choses à leur place, de montrer à chacun ce qu'il sait faire, de quels outils il dispose et de lui faire prendre conscience qu'il a tout ce qu'il faut pour être efficace le jour J et puis de lui donner confiance. Et puis, je dirais aussi au moment au moment de l'audit lui-même, donc nous avions 2 auditeurs, donc moi-même et quelqu'un d'autre qui est formé en audit interne. Nous avons systématiquement accompagné l'auditeur de l'organisme de certification sur le terrain, d'abord pour permettre de la fluidité dans les échanges, pour remettre la balle au milieu de la table quand on voyait pertinemment que notre collègue ne comprenait pas la question mais n'osait pas le dire. Ça permet de rassurer et je pense que notre présence a été très bénéfique pour les 2 parties. J'imagine. Merci beaucoup. Donc, voilà le jour J, le fameux jour J. Comment se déroule l'audit de certification? Oui, donc effectivement, je vois que dans donc la durée d'audit et fonction, en fait, ce sont les textes
réglementaires qui fixent les durées d'audit en fonction du chiffre d'affaires de l'organisme de formation et des catégories, des domaines qu'il fait certifier, qu'il souhaite faire certifier. Donc le jour J, donc en préalable, l'organisme de formation a reçu le plan d'audit de l'auditeur. L'organisme de formation a renvoyé ce plan d'audit à l'auditeur en mettant à côté de chaque indicateur les personnes qu'il rencontre, c'est ce que disait Lisa. Donc, c'est pas l'auditeur qui va exiger que telle ou telle personne soit auditée, c'est-à-dire que c'est bien l'organisme de formation qui, pour chaque indicateur, va préciser quel interlocuteur au sein de sa structure est le mieux à même de répondre aux questions de l'auditeur. Donc, le jour J, comment ça se passe? L'auditeur arrive, il y a une petite réunion d'ouverture qui se fait, ce qui permet d'étendre l'atmosphère et que chacun puisse se présenter. Donc, chacun se présente et puis ça permet aussi, cette réunion d'ouverture, de rappeler les objectifs de l'audit et surtout de valider le plan d'audit. C'est-à-dire de bien s'assurer qu'il n'y a pas de modification dans le plan d'audit qui a été envoyé au préalable, que les personnes sont bien disponibles pour à telle heure, tel jour, pour pouvoir répondre aux questions de l'auditeur. Ensuite, l'auditeur a aussi un échange avec la direction ou la personne qui est la mieux à même de pouvoir expliquer quelles sont les activités de l'organisme et en fonction de cela, l'auditeur va échantillonner pour l'audit les actions qu'il va auditer. Parce que dans le cadre de l'audit, eh bien, nous auditons des actions de formation. Des dossiers, c'est-à-dire que donc ça permet l'échantillonnage. Cet échantillonnage de dossiers, d'actions de formation, se fait généralement sur ce qui est le plus représentatif de ce que fait l'organisme de formation. Donc ensuite, l'auditeur va poursuivre son audit en questionnant par rapport aux différents indicateurs, en questionnant les interlocuteurs et tout au long de ces échanges, de ces interviews. Et il y a de l'interview, bien évidemment, il y a de l'échange. Vous parliez de compréhension des questions de l'auditeur. L'auditeur, lui, en fait, n'a pas la posture d'un inspecteur. Il est bien dans l'échange. C'est-à-dire qu'il pose des questions. C'est une posture qui nous paraît importante de rappeler. Voilà. Et quand il s'aperçoit que la personne en face de lui ne comprend pas la question, il reformule. Et quand la personne lui répond, généralement, il y a une reformulation aussi de ce que la personne a dit pour que, effectivement, on puisse être bien assuré que dans les deux cas, on se comprend bien. Voilà. Et donc, tout au long de cet audit, l'auditeur va croiser plusieurs interlocuteurs et puis il va auditer les actions de formation. Et puis, il va effectivement à chaque fois vous dire si on est dans de la conformité ou s'il y a non-conformité. Donc, en fait, tout au long de l'audit, vous allez savoir si vous êtes plutôt dans le droit chemin ou si vraiment il y a des choses qui posent problème. Et donc, à la fin de l'audit, l'auditeur fait une réunion de clôture où là, il va effectivement vous faire état du nombre de non-conformités s'il y a et si ce sont des non-conformités majeures ou mineures. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra. Très bien, merci beaucoup. Comment s'est passé donc l'audit initial au sein de la CCI? Alors, de 6 jours et demi, avec 2 auditeurs qui ont travaillé en simultané. Oui. Donc, 6 sites sur les 19 qui ont été échantillonnés, dont le siège. À chaque jour, l'un des auditeurs s'est concentré davantage sur le système. Et donc, j'ai eu l'occasion de lui faire rencontrer mes collègues à la DRH, nos différents référents, la communication, pendant que l'autre auditeur s'est rendu sur les différents sites en sachant qu'ils se sont changés de rôle d'une journée à l'autre. Donc, chacun a pu bénéficier d'un temps plutôt sur le système au niveau du siège et tout en ayant donc une vision de nos différents sites, voilà, en sachant qu'il a fallu jouer sur les transferts en milieu de journée parce que les Hauts-de-France, ça va de Calais à Nogent-sur-Oise
Et donc, il y a eu quelques kilomètres réalisés entre midi. J'imagine. Très bien, merci. Et peut-être pour compléter ce que j'ai dit par rapport à comment se déroule l'audit, il y a forcément une visite des locaux qui est faite. C'est-à-dire que, voilà, parce qu'on est bien obligé de se rendre compte aussi des installations, de l'environnement, voilà, des équipements qui sont à disposition des apprenants. Voilà. Très bien. On l'a déjà évoqué, Mme Durtest, tout à l'heure. Oui. La posture de l'auditeur, brièvement, donc c'est pas une posture de contrôle. Non, c'est pas une posture de contrôleur. Les personnes, hein. Voilà, vous n'êtes pas, en fait, vous ne passez, enfin, les organismes de formation ne passent pas le bac, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'échange. C'est-à-dire que l'auditeur va vraiment vous poser des questions pour comprendre votre fonctionnement. Et vous allez lui répondre en déjà démontrant par des preuves, des enregistrements, que vous répondez, que vous pratiquez de telle façon, et vous pouvez lui démontrer par des documents, par voilà, un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition pour le faire. Une fois de plus, on rappelle, c'est le processus qui est certifié. Exactement. C'est pas les formateurs. Exactement. Donc, effectivement, souvent, on nous pose la question, mais est-ce que vous allez auditer une session de formation? C'est-à-dire, est-ce que vous allez aller en salle voir comment on pratique un formateur? On n'a pas le temps en audit, très clairement, on n'a pas le temps de le faire, ça. De même, on n'a pas le temps d'interroger les apprenants sur ce qu'ils pensent, etc. Ça peut se faire sur d'autres audits, d'autres certifications, mais là, honnêtement, sur Calliope, on n'a pas le temps de le faire. Non. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Le temps passe vite. On va dorénavant passer au cas des non-conformités. Qui dit audit dit conformité ou non-conformité à un référentiel. Donc, il y a deux types de non-conformités. Les non-conformités mineures et les non-conformités majeures. Les non-conformités mineures entraînent la mise en œuvre d'un plan d'action sous 6 mois, envoyé à l'organisme certificateur. Ce dernier décide soit de lever la non-conformité ou alors de la requalifier en non-conformité majeure. Et la non-conformité majeure, elle, entraîne l'établissement d'un plan d'action sous 3 mois. Et donc, si le plan d'action est adressé à l'organisme certificateur, ce dernier juge le plan d'action suffisant. Dans ce cas-là, la non-conformité est levée. Et si le plan d'action est jugé insuffisant, la certification peut être retirée et entraîner la réalisation d'un nouvel audit initial. Exactement. Sachant que, si je peux me permettre, Valérie, de compléter, effectivement, dans le cadre d'une non-conformité mineure, vous avez donc l'obligation, de toute façon, de mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action doit être mis en place sous 6 mois, comme indiqué. Et donc, la non-conformité mineure ne remet pas en cause la délivrance de la certification. Sauf si vous en avez 5 qui ne sont pas levés au moment de la prise de décision, puisque le législateur a souhaité que 5 non-conformités mineures non levées étaient équivalents à une non-conformité majeure. Dans le cadre d'une non-conformité majeure, effectivement, comme c'était indiqué, ça remet en cause la qualité de la prestation. Donc, il faut effectivement mettre rapidement un plan d'action en place et surtout que l'on puisse vérifier que cette action que l'action corrective est mise en œuvre. C'est-à-dire, vous avez 3 mois pour le faire. Si au bout de ces 3 mois, l'action ne peut pas être levée, le dossier va partir en décision de certification avec une non-conformité majeure non levée qui va effectivement se traduire par la non-certification, une décision défavorable de la part de l'organisme certificateur. Néanmoins, l'organisme de certification, s'il y a une décision défavorable, va vous proposer une action complémentaire, c'est-à-dire un audit documentaire complémentaire, un audit sur site complémentaire, enfin bref, en fonction de la situation de votre dossier, il y aura une action complémentaire qui vous sera proposée. Très bien, merci beaucoup. Valérie, au regard de votre expérience, est-ce que vous pouvez nous indiquer un top 3 des non-conformités les plus récurrentes? Et oui, Sébastien, je peux. Alors effectivement, AFNOR Certification a commencé les audits Calliope en septembre 2019. Ce qui est apparu, c'est que on a eu ce qu'on appelait le flop 3 des non-conformités, c'est-à-dire les non-conformités les plus répandues
Et notamment, alors ce qui nous a peut-être un peu étonné, c'est que sur l'indicateur 2, par exemple, hein, vous savez que vous devez diffuser des indicateurs de résultats. Et on s'est aperçu que soit cet indicateur de résultats n'était pas diffusé, je sais pas, je veux dire taux de satisfaction, nombre d'apprenants, etc. Et ces indicateurs n'étaient pas diffusés, ou si il y en avait qui étaient diffusés, ils n'étaient pas forcément adaptés à la nature des prestations. Hein, puisqu'on doit avoir des indicateurs qui soient adaptés à la nature des prestations. Donc il y avait des manquements par rapport à ça. Deuxième non-conformité, c'est effectivement l'indicateur 26, qui est un indicateur nouveau. C'est quelque chose qui n'était pas encore présent Par rapport à Datadog, par rapport à ce qu'il y avait avant. Datadog, donc c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et on s'est aperçu que il concerne lequel, l'indicateur 26, Valérie? L'indicateur 26, c'est tout ce qui est relation avec les organismes qui œuvrent sur le champ du handicap. Et Très donc, voilà. Et donc, cet indicateur, on s'est aperçu que les structures n'avaient pas de contact avec les organismes qui œuvrent sur le champ du handicap, n'avaient pas de liste de partenaires. Et donc, forcément, ça faisait l'objet d'une non-conformité. Et l'indicateur numéro 1, en fait, c'est l'indicateur numéro 1, c'est que donc vous devez effectivement informer sur votre offre de service. Et ce qui est exigé dans le cadre de Calliope, c'est que votre offre de service, les éléments des éléments qui doivent être communiqués, ils sont listés. C'est-à-dire que vous avez les objectifs, les prérequis, les délais, les tarifs, etc. Et on s'est aperçu que parfois ces communications étaient incomplètes et il manquait les modalités pédagogiques et les modalités d'évaluation des formations. Voilà, donc c'était le top 3, mais il y en a d'autres. J'imagine. Et voilà. Très bien, un grand merci. Lisa, du côté de la CCI, je crois que les audits blancs ont tellement fonctionné que vous n'avez pas été concerné par des non-conformités. Ce n'est pas une obligation, la non-conformité. Non. C'est un fait, oui. Très bien. Sachant que le référentiel, le guide de lecture précise ce qui est de nature à être directement une non-conformité majeure. Donc, je vous invite vraiment à vraiment lire le guide de lecture du référentiel national qualité. Tout à fait. Oui, allez-y. Non, je rebondis sur ce que vous dites, Valérie. C'est important de sensibiliser les équipes aussi sur ce qui est mineur, majeur, et que les gens, tout au long du processus, aient ça en tête. Et c'est très bien que tout le monde le comprenne. Voilà. Tout à fait. Donc, le temps qui nous est imparti va très vite. Je voudrais garder un peu de temps pour les questions-réponses. Je vais accélérer sur les ressources et les outils incontournables. On les a déjà évoqués dans le premier webinaire et vous allez les retrouver dans le C2 dossier consacré à Calliope sur le site internet du C2RP. Donc, on vous a parlé du décret précisant la totalité des indicateurs et du référentiel national. Il y a également l'arrêté du 6 juin 2019 qui encadre la durée des audits par typologie d'action. Il y a également le guide de lecture du référentiel national qui est vraiment pour nous un document essentiel. Allez-y, lisez-le, faites-le circuler en interne, donnez-le à vos collaborateurs. Il y a également un question-réponse du ministère du Travail qui est très bien fait et qui peut répondre à certaines de vos interrogations. Au sein du C2RP, sur le site, vous allez retrouver donc notre dossier spécial, mais également une courte vidéo présentant Calliope. Ça peut être un outil pour sensibiliser vos équipes à l'interne aux enjeux de Calliope. Et enfin, sur les 7 critères du référentiel, il y a le critère numéro 6 qui est consacré à la veille réglementaire, sectorielle et pédagogique en matière de formation pro. N'hésitez pas à vous abonner aussi du C2RP, à consulter le site internet et son actualité pour être au courant des évolutions législatives et réglementaires. N'hésitez pas, vous avez l'onglet questions sur votre droite, vous pouvez poser vos questions et puis on va les proposer à nos intervenantes. Alors, je vais les balayer. Voilà. Donc, on nous interroge beaucoup sur le coût de la certification. Donc, le coût de la certification, est-ce qu'on a une tranche? Est-ce qu'il est réglementé? Alors, le coût de la certification va être fonction de la durée d'audit. Et comme je vous l'ai expliqué, la durée d'audit, elle est fonction du chiffre d'affaires. Donc, on entend chiffre d'affaires qui est donc au bilan pédagogique et financier. Les activités que vous souhaitez faire certifier et si vous êtes multisite ou monosite. En fonction
le coût, la durée sera différente, le coût est différent. Afnor Certification, bien évidemment, vous propose des devis gratuits. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact. On a un des participants qui a réalisé 5 devis pour un petit organisme de formation et il a une fourchette entre 1008 et 2002. Mais bon, c'est un exemple, je ne l'ai pas contrôlé. Voilà, à peu près, c'est ce qu'on nous indique. Hein. Maintenant, ma parole n'est pas d'évangile, c'est vraiment un titre indicatif. On a une question pour Madame Dudonnet. Lisa, que contenait votre kit de sensibilisation à Calliope? Donc, il y avait ce fameux film avec notre directeur général sur les enjeux de la certification et en incitant l'ensemble des collaborateurs à faire partie de ce projet. Et deuxièmement, donc, un ensemble de slides qui présentait de manière synthétique le référentiel. Voilà. Donc, et concrètement, ce que ça voulait dire, qui était concerné par chaque indicateur. Encore une fois, pour placer chaque collaborateur en tant qu'acteur dans l'organisation de la préparation de la certification. Donc, ça peut être un kit de sensibilisation, de la communication, des outils de référence, un peu comme on vous a présenté. Il y a une autre question. Quel type d'indicateur avez-vous utilisé dans votre tableau trimestriel, Lisa? Ouf. Je dirais, il y en a beaucoup, il y en a 182, parce qu'en étant multi-site, chaque indicateur est potentiellement multiplié x7, x8, x9. Comment vous avez identifié ces indicateurs? Sur quoi vous Comment on les a établis? Alors, on les a établis avec les directeurs d'activité et les responsables des activités sur les sites. Donc, c'est eux qui moi, j'ai préconisé les indicateurs qui étaient dans le référentiel. Nous sommes partis de là. Et nous avons donné vie à ces indicateurs, c'est-à-dire qui les mesure, à quelle échéance, et surtout de définir la mesure de l'indicateur. Donc, quand on dit taux d'insertion pour un apprenti, on le mesure à quelle échéance? Est-ce qu'il y a des choses qui nous sont imposées déjà dans des enquêtes qui sont en place? En fait, on a tout simplement capitalisé sur des pratiques et des reportings qui étaient existants en place pour les récupérer une bonne fois pour toutes et en donner du sens. Très bien, merci beaucoup. Valérie, on nous demande pour un organisme de formation avec la seule activité de formation, 6 personnes, peut-on envisager une seule journée d'audit? Oui, je pense que ça serait le cas. Hein. Là, de toute façon, on peut pas. Je crois que les durées de base, la durée de base minimum, c'est une journée. Sauf si vous êtes un organisme par ailleurs déjà certifié sous une certification reconnue par le CNEFOP. On ne parle pas du Datadoc. Attention, qu'il n'y ait pas de confusion. On parle bien des certifications CNEFOP. Donc là, vous allez avoir une durée d'audit allégée. Mais effectivement, pour un petit, on va dire un petit organisme, en fait, c'est le chiffre d'affaires, encore une fois, qui fixe. C'est-à-dire à moins de 150 000 € de chiffre d'affaires, on est sur une journée d'audit. Très bien. Pour l'action de formation. Pour le périmètre d'action, et là, c'est un type d'action qui est l'action de formation. Très bien, merci. On nous demande également sur quelle période est fait l'échantillonnage des actions qui sont auditées. Est-ce que l'on se limite aux actions de formation actuelles, à venir, ou est-ce qu'on peut remonter à toute la période d'activité de l'OF? Alors, ce qui est intéressant dans le cadre de l'audit, c'est que l'auditeur doit se rendre compte que la démarche, elle fonctionne et qu'elle fonctionne bien. Et pour se rendre compte que la démarche fonctionne et qu'elle fonctionne bien, la démarche qualité, c'est que on remonte sur une période de 3 à 4 mois. Oui. Voilà. Donc démarrage des actions 3 à 4 mois en amont de l'audit. Et pour un OF qui vient de se créer, comment on procède alors s'il n'y a pas toute cette antériorité? Alors, effectivement, quand il y a un OF qui vient de se créer, alors le référentiel, le guide de lecture fixe ce qui est de nature pour les nouveaux arrivants. Écoutez, on va faire avec ce qu'on a en ayant effectivement, en se faisant expliquer les choses et comment du coup l'organisme prévoit de faire si effectivement on n'a pas trop de on n'a pas les éléments de preuve, mais en tout cas, voilà, c'est possible en étant nouveaux arrivants
nouvel arrivant de pouvoir être certifié. Très bien. On nous demande également, une fois l'audit réalisé, l'organisme de certification remet son rapport d'audit sous combien de temps? Alors, l'auditeur, généralement, à la fin de l'audit, vous envoie le rapport sous 5 jours. Sous 5 jours. Quand celui-ci comporte des écarts, c'est-à-dire des non-conformités, et ben après, la balle est dans le camp de l'organisme de formation parce qu'il doit répondre à ces écarts. C'est-à-dire il doit envoyer son plan d'action par rapport aux différents écarts. Et donc là, effectivement, ça change un peu la donne puisque l'organisme de formation, c'est son délai de réponse en fait. En fonction du délai de réponse, que l'auditeur va pouvoir se prononcer sur la pertinence du plan d'action et renvoyer le dossier final à AFNOR Certification pour prise de décision. Voilà un petit peu le cheminement. Entendu. Alors, on va prendre encore quelques questions. Le temps vraiment passe très vite, mais on souhaite vraiment vous apporter le maximum d'informations. Concernant les indicateurs sur la veille, donc c'est l'indicateur numéro 6, à part des preuves d'abonnement à diverses revues, que faut-il? Écoutez, c'est de démontrer qu'il y a un dispositif de veille. Donc effectivement, si vous avez les preuves d'abonnement, c'est déjà très bien. Et puis surtout, sur la veille, ce qui est important, c'est des modalités de veille, mais aussi l'enseignement de cette veille, c'est-à-dire comment vous mettez en application cette veille. Par exemple, sur des outils d'innovation pédagogique, par exemple, l'enseignement que vous avez de cette veille, c'est vous avez mis en application des modes pédagogiques innovants dans vos formations. Donc ça, on peut le voir. Ou vous avez mis dans votre plan d'amélioration des points concernant la veille que vous avez consulté et pris en compte. Donc effectivement, il peut y avoir des abonnements, il peut y avoir des participations à des colloques, enfin voilà, la veille, elle peut se faire de diverses façons, hein. Des newsletters que vous recevez par rapport à différents organismes, hein, si vous êtes abonné à la newsletter du C2RP par exemple, ça fait partie des éléments de veille. Donc voilà, c'est multiple en fait, hein. Mais ce qui est important, c'est démontrer qu'il y a une veille qui est faite, mais aussi de démontrer ce que vous en faites. Très bien. Une question pour Lisa. Quand vous avez posé la condition d'accompagner l'auditeur dans tous ses déplacements dans différents sites, est-ce que c'est en amont de la visite ou le jour de la réunion d'ouverture? Non, ça a été fait auparavant. L'auditeur, nous avons finalisé, donc celui qui était le responsable de l'audit, nous avons finalisé le plan d'audit et je lui ai communiqué pour chaque jour la personne qui allait être l'interlocuteur et le guide de chaque auditeur par journée. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous avons discuté, que j'ai proposé, qui a été retenu. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de surprise le jour J. Super. Alors, ça rejoint ni pour les guides, ni pour les auditeurs. J'entends. Ça revient un petit peu sur ce sujet-là. Le certificateur informe-t-il en amont des actions de formation qu'il va auditer? Généralement, on a parlé des plus représentatives. Oui, on va vous donner effectivement quand vous allez présenter vos activités, l'auditeur. Déjà l'auditeur, avant de venir chez vous, il a quand même, si vous avez un site internet, généralement, on regarde le site internet de la structure aussi, hein, c'est-à-dire que voilà. Mais non, généralement, il va décider sur place des actions. Il va peut-être vous dire qu'en fonction de votre activité, il va prendre plutôt des actions de formation, des formations réglementaires, des formations certifiantes, mais c'est bien le jour de l'audit, il va vous dire, montrez-moi les différentes actions de formation diplômantes et puis on va prendre telle formation qui a démarré à telle date en fait. Voilà. Mais sur les catégories, il va pouvoir dire oui, on va auditer des catégories formation réglementaire, mais le jour J, il va choisir les dossiers de formation. Ok, très bien. On nous demande, donc ça rejoint tout à fait cette question, est-ce que l'auditeur choisit tel dossier à voir comme preuve ou est-ce que l'organisme de formation peut préparer des preuves à l'avance sur un dossier qu'il a choisi? Non, alors, en fait, l'audit va porter sur des actions de formation
Et au travers de ces actions de formation, on va dérouler les indicateurs en fait. Hein. Et du coup, c'est bien de s'assurer pour l'auditeur que les actions de formation qui sont mises en œuvre, eh bien, vous puissiez démontrer qu'elles sont en conformité avec l'attendu de chaque indicateur. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Très bien. Hein. Néanmoins, ça ne vous empêche, vous, en tant qu'organisme de formation et dans le cadre de la préparation de l'audit, ça ne vous empêche pas, par rapport à chaque indicateur, de faire une petite liste en disant, sur cet indicateur 1, par exemple, je peux montrer des plaquettes, je peux montrer mon site, je peux montrer, voilà. En face de tel indicateur, je peux coïncider tel élément de preuve. Quels éléments de preuve je peux montrer à l'auditeur. Donc ça relève du travail préparatoire, on est d'accord? Ça peut relever du travail préparatoire de l'organisme de formation, oui. Très bien. Écoutez, le temps qui va nous être imparti va être écoulé. Valérie ou Lisa, si vous aviez un conseil à donner aux organismes de formation pour les rassurer, pour qu'ils prennent la certification en main, ce serait lequel? Alors, moi, si je peux me permettre, ça serait vraiment de bien lire, encore une fois, le guide de lecture du référentiel national qualité, qui permet vraiment, encore une fois, hein, d'avoir l'attendu, des différents exemples d'éléments de preuve, vraiment pour préparer l'audit. Très bien. Lisa, si vous aviez un conseil à donner, ce serait lequel? Oui, je souhaiterais insister sur le fait que, quelle que soit la taille de l'organisme, parce qu'effectivement, la CCIO de France est un gros organisme, mais il m'arrive aujourd'hui aussi d'accompagner des petites structures de 1 à 2 personnes qui ont réussi leur certification avec un parcours sans faute. Cette certification est accessible à toute structure de formation. Et là, j'insiste lourdement. Ce n'est pas parce qu'on est une seule personne avec son organisme de formation qu'on n'a pas le niveau de professionnalisme d'un gros organisme de formation, et on trouve des pratiques extrêmement étonnantes dans des petites structures. Il faut vraiment aborder cette certification comme une opportunité. Une fois qu'on a bien en main le référentiel, un organisme de formation, quelle que soit sa taille, qui assure son travail de formateur au jour le jour, il y est sans doute déjà à 80-85%. C'est le reste à gagner sur lequel il faut travailler, mais ça ne remet absolument pas en question la façon et le professionnalisme avec lequel tout le monde travaille dans le monde de la formation, du moins je l'espère, tous les jours. Voilà. Bien sûr, donc, il faut garder espoir. Un grand merci. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Un grand merci donc à Lisa Dudonnet de la CCI et à Valérie Durtest de l'AFNOR pour votre présence et les éclairages précieux que vous nous avez apportés. Pour les participants, vous allez prochainement recevoir un email avec un petit questionnaire. N'hésitez pas à nous faire part des autres sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur la thématique de Calliope. On vous renverra également un email avec des liens vers ces 2 dossiers et puis le replay de ces 2 webinaires qui ont eu lieu. Très bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.